Imagine que tu as 14 ans, que tu vis dans le château de ton beau-père, et qu'un matin, tu te réveilles parce qu'il est entré dans ta chambre, qu'il a déchiré ta chemise de nuit et que ta gouvernante hurle en essayant de te protéger pendant que lui, il rit. Maintenant, imagine que cet homme a été marié à la dernière femme du roi Henri VIII, qu'il est l'oncle du roi actuel, et que dans quelques mois, il va être décapité pour trahison, alors qu'en réalité, son vrai crime était bien plus sombre. Cette histoire n'est pas une fiction, c'est ce qui est arrivé à la future reine Elisabeth I d'Angleterre. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te glacer le sang. Thomas Seymour n'était pas n'importe qui dans l'Angleterre du XVIe siècle. C'était un homme qui avait le pouvoir dans les veines, l'ambition dans le regard et absolument aucune limite morale. Son frère aîné, Edward Seymour, était devenu le protecteur du royaume, quand le jeune roi Edward VI avait hérité du trône à seulement 9 ans, ce qui faisait de leur famille l'une des plus puissantes du pays. Mais pour Thomas, ce n'était pas suffisant parce qu'il voyait son frère diriger l'Angleterre pendant que lui devait se contenter d'un simple titre d'amiral. Il était beau, charmant, séduisant, et il le savait parfaitement, utilisant son apparence comme une arme pour grimper les échelons de la cour, et les femmes tombaient sous son charme avec une facilité qui alimentait son ego démesuré. Mais Thomas ne voulait pas juste séduire, il voulait régner. Et pour régner, il lui fallait épouser quelqu'un de sang royal, quelqu'un qui pourrait le propulser au sommet du pouvoir. Et il savait exactement qui cibler. Quelques mois seulement après la mort d'Henri VIII, en janvier 1547, Thomas a fait quelque chose qui a choqué toute la cour anglaise. Il a épousé en secret Catherine Parr, la 6e et dernière femme du roi défunt, la reine douairière qui était encore en deuil. Catherine était une femme intelligente, cultivée, profondément religieuse. Une femme qui avait survécu à Henri VIII, alors que 2 de ses prédécesseurs avaient fini décapités. Et elle était également immensément riche, avec des terres, des revenus, une position sociale qui faisait rêver n'importe quel noble ambitieux. Thomas avait en réalité courtisé Catherine avant qu'elle n'épouse Henri. Mais à l'époque, elle avait dû accepter la main du roi parce qu'on ne refuse pas un monarque comme Henri VIII. Et maintenant qu'elle était libre, Thomas s'est précipité pour l'épouser avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. Le conseil royal était furieux, son propre frère Edward était scandalisé par cette union précipitée qui brisait toutes les convenances. Mais Thomas s'en fichait complètement parce qu'il avait désormais accès à la fortune de Catherine, à ses résidences luxueuses et surtout à quelque chose de bien plus précieux. Dans la maison de Catherine Parr vivait une jeune fille de 14 ans, aux cheveux roux et aux yeux perçants. Une fille qui avait été déclarée bâtarde par son propre père, qui avait vu sa mère Anne Boleyn être décapitée quand elle avait seulement 3 ans, qui avait grandi dans l'ombre de la cour, en sachant qu'elle était la fille d'un roi, mais sans aucune certitude sur son avenir. Cette jeune fille s'appelait Elisabeth, et Catherine l'avait accueillie chez elle après la mort d'Henri VIII pour lui offrir un foyer stable, une éducation de qualité, la protection d'une femme qui l'aimait sincèrement comme sa propre fille. Elisabeth était brillante, parlait plusieurs langues, étudiait les classiques latins et grecs, montrait déjà les signes d'une intelligence redoutable qui allait un jour faire d'elle l'une des plus grandes reines de l'histoire anglaise. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une adolescente vulnérable vivant sous le toit de sa belle-mère adorée. Et maintenant, Thomas Seymour vivait là aussi cet homme de près de 40 ans qui regardait cette jeune fille avec des yeux qui n'avaient rien de paternel. Et ce qui allait se passer dans cette maison au cours des mois suivants reste l'un des chapitres les plus troublants et les moins racontés de l'histoire d'Elizabeth Bay. Les premiers signes étaient presque joueurs, presque innocents, si on ne connaissait pas la suite. Thomas, qui entrait dans la chambre d'Elisabeth tôt le matin, avant qu'elle ne soit habillée, qui lui donnait des petites tapes sur les fesses, quand il la croisait dans les couloirs, qui faisait des commentaires sur son apparence, avec un sourire qui se voulait bienveillant, mais qui mettait Elisabeth profondément mal à l'aise.
Kate Ashley, la gouvernante dévouée d'Elizabeth, qui la connaissait depuis qu'elle était enfant, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle voyait la gêne sur le visage de sa protégée, elle entendait les rires forcés quand Thomas faisait ses plaisanteries, et elle a commencé à s'inquiéter sérieusement. Mais comment dire à la reine douairière que son nouveau mari se comportait de manière inappropriée avec sa belle-fille sans risquer de briser le cœur de Catherine? Sans créer un scandale qui pourrait détruire la réputation d'Élisabeth avant même qu'elle n'ait eu la chance de construire sa vie, et surtout comment accuser l'oncle du roi, un homme aussi puissant que Thomas Seymour, sans preuves concrètes et sans risquer sa propre position. Puis les visites matinales sont devenues plus fréquentes, plus intrusives, plus impossibles à ignorer. Thomas qui entrait dans la chambre d'Élisabeth alors qu'elle était encore au lit, qui ouvrait les rideaux avec un grand sourire, en prétendant vouloir la réveiller joyeusement, qui s'asseyait sur son lit et essayait de jouer avec elle, malgré ses protestations évidentes. Kate Ashley se postait désormais devant la porte de la chambre d'Élisabeth chaque matin, essayant de bloquer l'entrée de Thomas, mais il la poussait gentiment en riant, en disant qu'elle était trop sérieuse, qu'il voulait juste dire bonjour à sa belle-fille, qu'il n'y avait rien de mal à un peu d'affection familiale. Élisabeth ne savait pas comment réagir parce qu'elle avait été élevée à respecter l'autorité, à être polie, à ne jamais créer de scandale. Et Thomas était techniquement son beau-père, le mari de la femme qu'elle aimait le plus au monde. Alors peut-être qu'elle exagérait, peut-être que c'était normal, peut-être qu'elle était celle qui voyait le mal là où il n'y en avait pas. Mais au fond d'elle, dans ce lieu où l'instinct parle plus fort que la raison, Élisabeth savait que quelque chose était profondément, terriblement faux. Et puis est arrivé le matin où tout a basculé dans l'horreur absolue, le matin où Thomas est entré dans la chambre d'Élisabeth, vêtu seulement de sa chemise de nuit, où il s'est jeté sur le lit où elle dormait encore, où il a commencé à lui chatouiller les bras et le cou, pendant qu'elle se débattait, et où Kate Ashley a dû littéralement s'interposer physiquement en criant pour qu'il arrête. Mais même cela n'a pas suffi à stopper Thomas Seymour. Et quelques jours plus tard, il est revenu avec une paire de ciseaux. Il a attrapé Élisabeth qui était dans le jardin avec Kate Ashley. Et pendant que Catherine Parr elle-même tenait la jeune fille immobile en riant, Thomas a commencé à découper sa robe en lambeaux, découpant le tissu encore et encore, pendant qu'Élisabeth restait figée, humiliée, trahie par la femme qu'elle considérait comme une mère. Comment Catherine a-t-elle pu participer à cela? Comment a-t-elle pu tenir sa belle-fille pendant que son mari la déshabillait symboliquement? Était-ce une tentative désespérée de normaliser le comportement de Thomas en y participant? Était-ce de la jalousie envers la jeunesse d'Élisabeth? Était-ce simplement l'aveuglement d'une femme amoureuse qui refuse de voir la vérité même quand elle se déroule sous ses yeux? Kate Ashley n'en pouvait plus de garder le silence. Elle voyait Élisabeth devenir de plus en plus renfermée, de plus en plus anxieuse, sursautant au moindre bruit dans le couloir, craignant chaque nouveau matin, et la gouvernante savait qu'elle devait agir, même si cela signifiait risquer tout ce qu'elle avait. Elle a commencé à tenir un journal détaillé de chaque incident, notant les dates, les heures, ce que Thomas faisait exactement, les témoins présents, construisant méticuleusement un dossier au cas où elle aurait besoin de prouver ce qui se passait dans cette maison, mais en même temps elle était terrifiée parce qu'accuser un homme aussi puissant pouvait la mener en prison, ou pire. Thomas Cofferer, le trésorier de la maison, et Thomas Parry, le comptable personnel d'Élisabeth, voyaient également ce qui se passait et chuchotaient entre eux avec inquiétude. Mais aucun d'entre eux n'osait affronter directement Thomas Seymour, parce que cet homme était imprévisible, dangereux, capable de détruire la carrière de quiconque se mettait en travers de son chemin. Et puis Catherine Parr a finalement ouvert les yeux de la pire manière possible. Elle a surpris son mari dans une étreinte avec Élisabeth. Les détails exacts restent flous, parce que les témoignages de l'époque sont contradictoires. Certains disent qu'elle les a trouvés enlacés dans un couloir. D'autres qu'elle est entrée dans une pièce où Thomas avait Élisabeth dans ses bras. Mais ce qui est certain, c'est que Catherine a enfin vu ce qu'elle refusait de voir depuis des mois. Le cœur brisé, humilié,
Forcée de reconnaître que son mari convoitait sa belle-fille adolescente, Catherine a pris une décision déchirante. Elle a demandé à Élisabeth de partir, de quitter immédiatement la maison, et même si elle savait probablement que la faute revenait entièrement à Thomas, elle ne pouvait pas supporter d'avoir la jeune fille sous son toit plus longtemps. Élisabeth a été envoyée vivre chez Sir Anthony Denny et sa femme dans le Hertfordshire en mai 1548. Arrachée brutalement au seul foyer stable qu'elle avait connu, séparée de la femme qui l'avait protégée et aimée, portant sur ses jeunes épaules la honte d'un scandale dont elle n'était pas responsable, mais que tout le monde allait lui attribuer, parce que c'est toujours plus facile de blâmer la fille que l'homme puissant. Le départ d'Élisabeth aurait dû marquer la fin de cette histoire horrible. Catherine aurait dû bannir Thomas, ou au moins le tenir éloigné de toute jeune fille, mais au lieu de cela, elle est restée avec lui enceinte de leur premier enfant, s'accrochant à l'illusion d'un mariage heureux, même si cette illusion lui avait déjà coûté sa relation avec Élisabeth. Catherine écrivait des lettres à Élisabeth, essayant de maintenir un lien, mais le ton était différent maintenant, plus distant, plus prudent, comme si elle ne savait plus comment parler à cette fille qu'elle avait aimée comme la sienne et qui était maintenant associée dans son esprit à la plus grande trahison de sa vie conjugale. Élisabeth répondait poliment, respectueusement, mais elle devait se sentir complètement abandonnée, rejetée par la seule figure maternelle qui lui était restée. Et tout cela à cause d'un homme qui n'avait jamais eu aucun scrupule à détruire des vies pour satisfaire ses propres désirs. En août 1548, Catherine Parr a donné naissance à une petite fille prénommée Mary, et pendant quelques jours, il a semblé qu'elle pourrait enfin avoir le bonheur qu'elle méritait après avoir survécu à Henri VIII, après avoir navigué dans les eaux dangereuses de la cour Tudor, après avoir tout sacrifié pour protéger les enfants du roi dont elle avait eu la charge. Mais 6 jours après l'accouchement, Catherine a développé une fièvre puerpérale, cette infection terrible qui tuait tant de femmes à l'époque. Et malgré tous les soins qu'on a pu lui donner, elle a commencé à décliner rapidement, son corps brûlant de fièvre, son esprit dérivant entre conscience et délire. Et dans ses derniers moments de lucidité, Catherine a apparemment accusé Thomas de ne pas l'aimer, de ne l'avoir épousé que pour son argent et sa position. Et même si Thomas a nié avec véhémence en jouant le mari épouvert, les gens autour d'eux ont entendu ces accusations et ont commencé à voir cet homme sous un nouveau jour. Catherine Parr est morte le 5 septembre 1148, à l'âge de 36 ans seulement, enterrée rapidement et sans la pompe qui aurait dû accompagner les funérailles d'une ancienne reine d'Angleterre, et Thomas Seymour était maintenant libre veuf, encore riche grâce à l'héritage de Catherine, et absolument déterminé à obtenir encore plus de pouvoir, coûte que coûte. Mais au lieu de pleurer sa femme décemment, au lieu de prendre soin de sa fille nouveau-née, qui allait d'ailleurs mourir elle aussi dans les 2 ans, Thomas s'est immédiatement mis en chasse d'un nouveau mariage royal. Et devinez qui était en haut de sa liste. Élisabeth, maintenant âgée de 15 ans, sans protection, sans fortune personnelle, mais avec quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle était la fille d'Henri VIII. Et si elle montait un jour sur le trône, alors celui qui serait son mari deviendrait le roi consort, le deuxième personnage le plus puissant du royaume. Thomas a commencé à envoyer des messagers à Élisabeth, lui proposant le mariage, lui promettant protection et richesse, essayant de la convaincre que leur union serait bénéfique pour eux deux. Mais Élisabeth n'était pas stupide. Elle se souvenait parfaitement de ce que cet homme lui avait fait subir, et elle a refusé catégoriquement toutes ses avances. Kate Ashley et Thomas Parry, terrifiés par l'insistance de Seymour et conscients qu'un refus trop direct pourrait le rendre dangereux, ont essayé de le dissuader poliment en expliquant qu'Élisabeth était trop jeune, qu'elle ne voulait pas se marier, pour le moment qu'il devrait peut-être chercher ailleurs. Mais Thomas ne voulait rien entendre parce qu'il avait décidé qu'Élisabeth serait sienne et que personne ne lui dirait non. Face à ce refus répété, Thomas Seymour a commencé à montrer son vrai visage, celui d'un homme qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut, même devant la trahison et le complot contre son propre neveu le roi.
Il a commencé à accumuler des armes dans ses propriétés, à recruter secrètement des hommes loyaux, à distribuer de l'argent aux gardes du jeune roi Édouard VI pour s'assurer leur silence ou leur complicité, et il a même tenté à plusieurs reprises d'obtenir un accès nocturne aux appartements du roi, prétendant vouloir discuter avec son neveu, mais en réalité cherchant probablement à obtenir une influence directe sur le jeune monarque qui pourrait lui accorder ce que son frère Édouard Seymour, le Lord protecteur, lui refusait. Le Conseil royal a commencé à recevoir des rapports alarmants sur les activités de Thomas, sur ses dépenses suspectes, sur ses conversations séditieuses, et même son propre frère a dû admettre que Thomas était devenu un danger pour la stabilité du royaume, un homme dont l'ambition démesurée risquait de plonger l'Angleterre dans le chaos. Dans la nuit du 16 janvier 1549, Thomas Seymour a fait la chose la plus stupide et la plus désespérée de sa vie. Il s'est introduit illégalement dans les appartements privés du roi Édouard VI au palais, armé d'un pistolet, accompagné de quelques hommes dans ce qui ressemblait soit à une tentative d'enlèvement, soit à quelque chose de bien pire. Le petit chien de garde du roi s'est mis à aboyer furieusement, et dans un geste qui révèle toute la violence dont Thomas était capable, il a tiré sur l'animal et l'a tué devant la porte de la chambre du roi, réveillant toute l'aile du palais et provoquant un scandale absolu qui ne pouvait plus être ignoré ou minimisé. Les gardes ont arrêté Thomas immédiatement. Et même si certains d'entre eux avaient été soudoyés par lui auparavant, aucun n'était prêt à le couvrir après qu'il ait tué le chien du roi et menacé directement la vie du monarque. Et pour la première fois de sa vie, Thomas Seymour s'est retrouvé complètement sans défense face aux conséquences de ses actes. Le Conseil royal a ouvert une enquête exhaustive sur toutes les activités de Thomas, et c'est là qu'ils ont découvert l'étendue complète de ses plans. Il avait essayé d'épouser Élisabeth pour s'assurer un chemin vers le trône. Il avait comploté pour enlever le roi. Il avait accumulé des armes pour lever une armée privée, et il avait même parlé de devenir Lord protecteur à la place de son propre frère. Mais ce qui a vraiment scellé son destin, c'était le témoignage accablant de Kate Ashley et Thomas Parry, qui, interrogés sous la menace de la torture, ont révélé tout ce que Thomas avait fait à Élisabeth. Les visites matinales inappropriées, l'incident des ciseaux, les propositions de mariage insistantes après la mort de Catherine, et soudainement, il ne s'agissait plus seulement de trahison politique, mais aussi d'abus sur une princesse du royaume, quelque chose que même les plus cyniques des nobles ne pouvaient pas ignorer. Élisabeth elle-même a été interrogée pendant des jours, séparée de Kate Ashley et de tous ses serviteurs de confiance, entièrement seule face à des hommes du Conseil qui voulaient savoir exactement ce qui s'était passé entre elle et Thomas Seymour. À 15 ans, elle a dû naviguer dans cet interrogatoire avec une prudence politique qui ferait honneur à un diplomate chevronné, admettant que Thomas était entré dans sa chambre le matin, mais insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais été seule avec lui, que Kate Ashley était toujours présente, minimisant stratégiquement les faits pour protéger sa propre réputation, tout en donnant assez de détails pour satisfaire les enquêteurs. Elle a nié catégoriquement avoir jamais envisagé d'épouser Thomas, déclarant qu'elle ne se marierait pas sans la permission expresse du Conseil royal et du roi, montrant ainsi sa loyauté au régime tout en se distançant complètement de cet homme qui avait failli détruire sa vie. Thomas Seymour a été accusé de 33 chefs de haute trahison, et le Parlement a voté un acte d'atteinder contre lui, ce qui signifiait qu'il pouvait être exécuté sans procès formel, une mesure réservée aux cas les plus graves de trahison. Son propre frère Édouard Seymour, le Lord protecteur, a signé son arrêt de mort, un acte qui a dû lui déchirer le cœur, mais qui était politiquement nécessaire pour montrer que personne n'était au-dessus de la loi. Le jeune roi Édouard VI, âgé de seulement 11 ans, a également dû approuver l'exécution de son oncle préféré, et les chroniqueurs de l'époque rapportent que le roi a pleuré en signant le document, mais qu'il l'a quand même signé, parce qu'on lui avait expliqué que Thomas avait trahi la couronne. Le 20 mars 1549, à 7 heures du matin sur Tower Hill,
Thomas Seymour a été décapité devant une foule qui était venue assister à la chute d'un homme qui avait volé trop près du soleil. Il avait environ 40 ans, il était encore beau, encore charmant jusqu'à la fin, si l'on en croit certains témoignages, et il est mort en proclamant son innocence, même si absolument personne ne le croyait plus. Sa tête est tombée d'un seul coup net de la hache du bourreau, et son corps a été enterré sans cérémonie dans la chapelle de la Tour de Londres, le même endroit où reposait Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth, une coïncidence horrible qui reliait pour toujours la femme qu'Henri VIII avait fait décapiter et l'homme qui avait abusé de sa fille. Pour Élisabeth, l'exécution de Thomas Seymour a marqué la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une vigilance qui ne la quitterait plus jamais. Elle avait appris à ses propres dépens que même les gens qui sont censés la protéger peuvent devenir ses prédateurs, que son sang royal fait d'elle une cible, autant qu'un privilège, que la moindre erreur de jugement peut détruire sa réputation et potentiellement sa vie. Elle ne s'est jamais mariée, devenant la Virgin Queen, qui a régné sur l'Angleterre pendant 45 ans, et même si les historiens débattent encore des nombreuses raisons de ce choix, il est impossible de ne pas se demander si les abus de Thomas Seymour n'ont pas laissé une cicatrice si profonde qu'elle n'a jamais pu faire confiance à un homme au point de partager son trône et sa vie avec lui. L'histoire de Thomas Seymour est généralement racontée comme une simple affaire de trahison politique. Un homme ambitieux qui a comploté contre le roi et qui a reçu le châtiment qu'il méritait. Mais la vérité est infiniment plus sombre et plus personnelle que cela. C'est l'histoire d'un prédateur qui a utilisé sa position de pouvoir pour abuser d'une jeune fille vulnérable, qui a manipulé et trahi une femme qu'il aimait sincèrement, qui a mis en danger la vie d'un enfant roi pour satisfaire sa propre soif de pouvoir et qui a finalement payé de sa vie, non pas vraiment à cause de ses crimes contre Élisabeth, mais à cause de ses crimes contre la couronne. Élisabeth a survécu, elle a prospéré, elle est devenue l'une des plus grandes monarques de l'histoire anglaise, mais elle a porté ses cicatrices invisibles toute sa vie, et chaque fois qu'elle refusait un prétendant, chaque fois qu'elle affirmait son indépendance, elle gagnait une victoire, non seulement pour elle-même, mais aussi contre l'homme qui avait essayé de la briser quand elle n'était qu'une enfant. La hache qui est tombé sur le cou de Thomas Seymour ce matin de mars 1549, a mis fin à une vie construite sur l'ambition sans scrupules et sur la cruauté déguisée en charme, mais elle n'a jamais pu effacer ce qu'il avait fait, ni réparer ce qu'il avait brisé. Et peut-être que c'est l'héritage le plus durable de Thomas Seymour. En essayant de détruire Élisabeth Tudor, il a contribué sans le vouloir à forger la reine qu'elle allait devenir une femme qui ne se laisserait jamais contrôler, jamais manipuler, jamais réduire à un simple pion dans les jeux de pouvoir des hommes ambitieux.